Je m'appelle Claire Aubert et j'ai 32 ans. Il y a 3 jours, j'étais assise dans le bureau d'un notaire, j'ai lu une seule feuille de papier et j'ai ri si fort que l'avocat a posé son stylo et m'a demandé si j'avais besoin d'un verre d'eau. Mes parents ne m'avaient pas parlé depuis 2 ans. Pas une carte d'anniversaire, pas un seul message. Puis leur avocat m'a envoyé un document, une page. Ils avaient besoin de ma signature pour vendre la maison du lac de mon grand-père, le seul endroit au monde qui ait jamais ressemblé à un foyer. Ce document était censé me prendre quelque chose. À la place, il m'a remis la seule chose que ma famille ne m'avait jamais donnée. La preuve que quelqu'un croyait que je méritais d'être protégée. J'ai grandi à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, une ville où tout le monde saluait tout le monde et où vos affaires n'étaient jamais vraiment les vôtres. Mon père, Bernard Aubert, gérait l'agence locale du Crédit régional du Var. Homme respecté, poignet de main ferme, portait toujours des chemises repassées à la messe du dimanche. Ma mère Martine animait le cercle de femmes de la paroisse et organisait la fête de la moisson annuelle. Ensemble, ils ressemblaient au type de parents qu'on verrait dans un cadre chez un photographe. Et puis il y avait Isabelle, ma petite sœur, 3 ans de moins et d'une façon ou d'une autre, toujours 3 pas en avance dans les yeux de mes parents. Isabelle a eu des cours de piano. Moi, j'ai eu peut-être l'année prochaine. Isabelle a eu une petite Peugeot d'occasion pour ses 16 ans, et moi j'ai eu un carnet de bus et une suggestion de chercher un travail à mi-temps. Isabelle avait la grande chambre parce qu'elle avait besoin d'espace pour répéter. Je partageais une cloison avec la buanderie et j'apprenais à dormir pendant le cycle d'essorage. Je ne vous dis pas ça pour qu'on me plaigne. Je vous le dis parce que ça compte. Mes parents ne m'ont jamais frappée. Ils ne m'ont jamais crié dessus. Ils m'ont juste alloué différemment. Comme si j'étais une ligne budgétaire qu'ils pouvaient réduire sans conséquence, mon père avait une phrase qu'il utilisait chaque fois que j'abordais le sujet. Il posait sa fourchette, me regardait comme si j'étais déraisonnable et disait « Isabelle a besoin de plus d'aide. Toi, tu es la forte, Claire. C'est ce que j'aime chez toi. » Je l'ai cru longtemps. J'ai porté forte comme un badge. J'ai fait des doubles services au café du village pendant le lycée, payé ma propre robe pour le bal, acheté mes propres manuels. Il m'a fallu des années pour comprendre que dans le vocabulaire de mon père, forte ne signifiait pas admirable. Ça signifiait peu d'entretien. Ça signifiait elle ne se plaindra pas. Ça signifiait elle ne vaut pas l'effort. J'ai été la première de ma famille à obtenir un diplôme universitaire, une licence de comptabilité à l'université régionale, obtenue en travaillant 25 heures par semaine dans un cabinet de préparation fiscale. 4 ans, sans aide. Sans co-signataire pour mes prêts étudiants. Juste moi et un réveil réglé sur 5h15 chaque matin. Mes parents avaient dit qu'ils viendraient. Ma mère avait choisi la tenue qu'elle porterait. Mon père avait demandé à quelle heure ouvrait le parking. J'avais réservé 4 places, 2 pour eux, une pour Isabelle, une pour mon grand-père, Papy Georges, le seul membre de la famille qui ne m'avait jamais fait sentir comme une arrière-pensée. Le matin de la remise de diplôme, mon téléphone a sonné à 7h. Quelque chose s'est passé, a dit mon père. Ta sœur déménage dans son nouvel appartement et elle a besoin d'aide avec les meubles. J'étais dans ma chambre de cité, tenant une blouse repassée et des talons achetés en solde. J'entendais ma mère en fond demander à Bernard où était le pistolet à ruban adhésif. C'est juste une cérémonie. Ma mère a appelé. Tu as déjà le diplôme, ma chérie. J'ai traversé cette estrade seule, assise dans une rangée de familles inconnues, pris ma photo moi-même avec le minuteur de mon téléphone posé contre un banc. Cet après-midi, mon téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois c'était Papy Georges. Je suis fière de toi, Claire. Sa voix était rauque au bord, comme elle l'était toujours quand il essayait de ne pas pleurer. Et ne t'inquiète pas, j'ai déjà réglé ça. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il parlait d'une carte de félicitations, peut-être d'un chèque dedans. Je ne comprendrais pas ce que Papy Georges avait voulu dire ce jour-là avant encore 7 ans. J'ai rencontré Luc Morel quand j'avais 26 ans. Il tirait du câble dans l'immeuble de bureau où je venais de commencer comme comptable junior. Je l'ai entendu avant de le voir, il fredonnait sous sa respiration en faisant passer un conduit derrière les faux plafonds. Du Charles Aznavour, un peu faux, mais engagé. Luc était électricien certifié et dirigeait sa propre petite opération depuis une camionnette d'occasion avec son nom peint sur le côté. Il travaillait des journées de 14 heures. Ses mains étaient cailleuses et ses bottes usées, et il m'avait apporté des fleurs sauvages d'une station-service à notre 3e rendez-vous parce qu'il a dit que le fleuriste était fermé et qu'il ne voulait pas arriver les mains vides. On s'est mariés quand j'avais 28 ans. Petite cérémonie, mairie. Papy Georges était décédé 3 ans plus tôt et je ressentais encore le vide qu'il avait laissé chaque fois que quelque chose de bien arrivait et que je ne pouvais pas l'appeler. Mes parents sont venus au mariage, brièvement. À un dîner de famille la semaine suivante,
Mon père était assis en bout de table, a regardé Luc par-dessus le poulet rôti, et a dit, avec le genre de calme qui vous fait douter si vous avez vraiment bien entendu. Je pensais que tu viserais plus haut, Claire. Un électricien, c'est un déclassement. Ma mère a pressé ses lèvres. Isabelle a scrollé son téléphone. Luc n'a pas tressailli. Sur le chemin du retour, il regardait la route et a dit « Je n'ai pas besoin que ton père respecte mon métier, mais j'ai besoin qu'il te respecte. » Ça s'est passé à Noël. 15 personnes entassées dans le salon de mes parents. Tantes, oncles, cousins, le genre de rassemblement où quelqu'un remplit toujours le pichet d'eau et personne ne remarque quand la musique change. Isabelle m'a tiré de côté dans la cuisine. Elle avait besoin de 5 000 €, la 3e fois qu'elle demandait. Les 2 premiers prêts, son mot, pas le mien, n'avaient toujours pas été remboursés. Elle a dit que c'était pour de l'inventaire pour une boutique qu'elle ouvrait. J'ai dit non, poliment, clairement. Elle est retournée dans le salon avec les yeux humides et les lèvres qui tremblaient. Mon père s'est levé de son fauteuil comme s'il avait été propulsé. Quel genre de sœur refuse d'aider sa propre famille? Il l'a dit assez fort pour que la pièce entende. Tante Sylvie s'est figée en plein service du punch. Ma cousine Pauline m'a regardée avec de grands yeux. « Tu as changé, Claire », a dit Bernard, et pas en mieux. Puis ma mère s'est penchée vers tante Hélène, proche, conspirateur, et a dit assez fort pour porter. Elle est comme ça depuis qu'elle a épousé cet homme. Honnêtement, je crois qu'elle devrait parler à quelqu'un. Professionnellement, la pièce s'est figée. 15 personnes. Pas une seule n'a ouvert la bouche. Tante Sylvie a regardé le sol. Oncle Pierre a toussé et a pris un gâteau. Pauline me fixait comme si elle voulait parler, mais ne savait pas comment. Je me suis tenue au centre de cette pièce et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de ma remise de diplôme. Invisible, entourée de gens et complètement seule. J'ai mis mon manteau et j'ai embrassé le bébé de Pauline sur le front. Luc était déjà à la porte, clé en main, mâchoire serrée. Et je suis sortie de cette maison pour la dernière fois. Le silence est une chose étrange. On penserait que ça ferait paisible. 2 ans sans les appels téléphoniques, les culpabilisations, les mines de Noël. 2 ans sans entendre ma mère soupirer théâtralement ou mon père expliquer pourquoi Isabelle avait besoin de plus. Mais le silence n'est pas vide. Il est plein de ce que les autres y mettent. En quelques semaines après ce Noël, mes parents avaient une version de l'histoire. Bernard appelait des proches. Martine coinquait des amis à l'église. Le récit était clair et simple. Claire est mentalement instable. Luc l'isole de la famille. Elle a besoin d'aide professionnelle. Ma cousine Pauline m'a appelée en janvier. Ta mère m'a dit que tu voyais un psy et qu'il y avait eu un incident à Noël. Tu vas bien? Je n'avais jamais dit à personne que je voyais un psy parce que ce n'était pas le cas. Ma mère l'avait inventé de toutes pièces et l'avait servi à des gens qui lui faisaient confiance. Mon père avait appelé mon ancien patron, un homme pour qui j'avais travaillé pendant mes études, pour prendre de mes nouvelles. Dans une ville aussi petite, un appel comme ça n'est pas de la sollicitude. C'est une grenade avec une mèche polie. Pauline m'a dit plus tard que mon père m'avait décrite à des proches comme constituant potentiellement un danger pour elle-même. C'étaient ses mots. Il avait véponisé le langage de la santé mentale contre sa propre fille parce qu'elle avait refusé de lui donner 5 000 € et de rester tranquille pendant que sa mère l'a traitée de défectueuse devant la famille. Un à un, les appels se sont arrêtés. Tante que j'avais l'habitude d'avoir à Pâques, cousin qui envoyait des SMS pour les anniversaires, le cercle s'est resserré autour de Bernard et Martine comme un cordon. Et j'étais à l'extérieur. Luc et moi avons déménagé dans un village à 45 minutes à l'est, assez près pour conduire si jamais je voulais y retourner. Assez loin pour ne pas croiser mon père au supermarché le samedi. J'ai été promue comptable senior dans un cabinet qui ne connaissait pas ma famille et ne posait pas de questions. L'entreprise de Luc a grandi. Il a embauché un 2e électricien, puis un 3e. On a acheté une petite maison avec une terrasse, un jardin et une fenêtre de cuisine qui captait la lumière du matin. C'était une vie tranquille, une bonne vie. Mais chaque Noël, je me retrouvais à fixer mon téléphone, à faire défiler d'anciens contacts, à hésiter sur des noms que je ne pouvais pas me résoudre à supprimer. Personne n'appelait, jamais. L'enveloppe est arrivée un mardi ordinaire. Pas de contexte, pas d'explication, juste le logo d'un cabinet juridique dans le coin supérieur gauche et mon nom et adresse imprimés proprement au milieu. Maître Fontaine, notaire, Grasse. À l'intérieur, une lettre d'une page accompagnée d'un formulaire de consentement. Ma famille cherchait à vendre la maison du lac de Papy Georges, la propriété au bord du lac de Saint-Cassien que j'avais connue toute ma vie. Ils avaient besoin de ma signature parce que, selon les documents successoraux, j'avais un intérêt partiel dans le bien. Luc a regardé par-dessus mon épaule pendant que je lisais. On les a pas vus depuis 2 ans. Il a posé sa tasse. Maintenant, ils veulent ta signature. Je regardais la lettre, la maison du lac. J'entendais encore le son des lattes du ponton le matin,
la façon dont l'eau du lac de Saint-Cassien changeait de couleur en fin d'après-midi, Papy Georges qui me montrait comment tenir une canne à pêche à l'âge de 7 ans. On y allait chaque été. C'était le seul endroit de toute mon enfance où je n'avais pas à travailler pour appartenir. J'avais 2 choix. Signer les papiers, prendre ma part du produit de la vente, clore le chapitre, ou aller au bureau de Maître Fontaine et voir à quoi ressemblaient vraiment ces documents successoraux. Je suis allée au bureau de Maître Fontaine. Le cabinet de Maître Fontaine occupait un immeuble en pierre de taille dans le vieux centre de Grasse. La salle d'attente avait l'odeur particulière de tous les cabinets juridiques dans lesquels j'avais jamais mis les pieds, vieux cuir, papier et quelque chose qui ressemblait à de la confiance pesante. La secrétaire de Maître Fontaine m'a installée dans une salle de réunion et m'a apporté du café. Elle est revenue 2 minutes plus tard avec un dossier épais. « Maître Fontaine sera avec vous dans un moment. » Je n'avais pas prévu ce qui s'est passé ensuite. Maître Fontaine est entré, s'est installé, a ouvert le dossier et a commencé à faire défiler les documents. Il était efficace, professionnel, expliquant les différents instruments de la succession. Je suivais, hochais la tête, prenant des notes. Puis il a tourné une page et a dit « Ce dont votre famille n'a peut-être pas parlé dans leur communication avec vous, c'est le document suivant. » Il a fait glisser un feuillet de papier à travers le bureau. Je l'ai pris, l'entête indiquait. La fiducie de Georges Aubert, datée d'il y a 7 ans, je l'ai lue. 1 fois, 2 fois. Puis j'ai ri. Pas un petit rire poli. Un rire qui a jailli de quelque part de profond dans ma poitrine, le genre qui vient quand quelque chose d'énorme et d'inattendu atterrit comme une réponse à une question que vous avez portée pendant des années. Maître Fontaine a posé son stylo. « Mademoiselle Aubert, vous allez bien ?» j'ai demandé. Il m'a regardé avec l'expression prudente d'un homme qui avait vu toutes sortes de réactions à son bureau, mais peut-être pas celle-là. Puis il a dit « Il n'y a pas de copropriété, Mademoiselle Aubert. Ce document établit une fiducie révocable. Il y a 7 ans, votre grand-père a transféré la propriété de la maison du lac exclusivement à cette fiducie. Vous êtes la seule bénéficiaire. Vos parents n'ont aucun droit légal sur ce bien. Ils ne peuvent pas le vendre. Ils ne peuvent pas le transférer. Ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit avec lui sans votre consentement. Votre grand-père a inclus une condition. Si vous n'acceptiez jamais ce document, si vous le signez en faveur d'une vente ou l'ignoriez complètement, la propriété passerait à une fondation caritative de son choix. Il voulait que ce soit vous, mais uniquement si vous vous présentiez vous-même. La pièce était silencieuse sauf pour le battement de mon propre cœur. Papy Georges. Il y a 7 ans, la semaine de ma remise de diplôme, il avait dit « J'ai déjà réglé ça ». Ce n'était pas une carte de félicitations, ce n'était pas un chèque. Il avait conduit jusqu'à ce cabinet et avait mis la maison au bord du lac, hors de portée de quiconque à l'exception de la petite fille qui n'avait jamais cessé de montrer « Maître Fontaine a attendu que je me recompose ». Vos parents ont présenté la transaction comme une vente familiale ordinaire. Ils n'ont peut-être pas réalisé que la fiducie existait, ou peut-être espéraient-ils que vous signeriez sans investiguer. Dans les 2 cas, il n'y a rien à signer. La maison est à vous. Je me suis essuyé les yeux avec la paume de ma main. Des larmes de rire, pas de tristesse. Ça vous arrive souvent des clients qui rient dans votre bureau ? Ai-je demandé. Une pause. Rarement dans ces circonstances a-t-il dit. Non, j'imagine que non. J'ai conduit directement de chez Maître Fontaine à la maison du lac, 47 minutes. Je connaissais chaque virage de la route, l'endroit où les chaînes se referment au-dessus de l'asphalte juste avant le tournant, la pente raide vers le bas sur les 400 derniers mètres où vous aperceviez l'eau pour la première fois. J'avais descendu cette pente des centaines de fois enfant, les pieds hors de la fenêtre de la voiture, impatiente. Je l'ai descendue lentement ce jour-là, en regardant chaque arbre. La maison était exactement comme dans mon souvenir. Une structure en bois sur pilotis au bord du lac, le ponton s'allongeant dans les eaux calmes du lac de Saint-Cassien. Le bois avait besoin de peinture. Les moustiquaires du porche avaient des accrocs. Le robinet de la salle de bain avait vraisemblablement encore cette goutte que je connaissais depuis mes 12 ans. Mais elle était là, solide, toujours là. J'ai eu la clé de ma poche, celle que Papy Georges m'avait donnée quand j'avais 16 ans, l'année où il avait dit que j'étais assez grande pour venir seule quand j'en aurais besoin. Il ne l'avait jamais donnée à mes parents. Je l'avais gardée dans mon trousseau depuis, la porte s'est ouverte sur le même couinement familier. À l'intérieur, l'air avait ce mélange particulier de bois ancien, de liège et de quelque chose d'herbacé qui venait des saisons de pluie et de soleil qui s'étaient succédées. La table de cuisine était où elle avait toujours été. Les vieilles photos de pêche au mur, moi à 7 ans, Papy Georges avec sa casquette poussée en arrière, tenant un poisson tellement grand que je ne pouvais presque pas le soulever. Sa canne à pêche, la vieille avec la poignée en liège qu'il avait lui-même enroulée, était appuyée contre le mur d'entrée. La bobine cliquetait encore quand je la touchais.
Dans le garage, ses outils de travail du bois étaient là, pendus sur un panneau perforé qu'il avait construit lui-même. Chaque ciseau à sa place, les racloirs huilés et enveloppés, une mangeoire à oiseaux à moitié terminée sur l'établi, comme s'il s'était éloigné pour déjeuner et n'était jamais revenu. Dans une boîte sous l'établi, j'ai trouvé des photographies. Moi à 6 ans, debout sur le ponton avec une perche presque aussi longue que mon bras. Papy Georges derrière moi, les 2 mains levées, riant, sa casquette poussée en arrière, sa chemise de flanelle retroussée jusqu'au coude. Je l'ai tenu longtemps. Il ne m'avait pas laissé une maison, il m'avait laissé la preuve que j'avais compté, que quelqu'un dans ma famille m'avait vu clairement, pas comme la forte, pas comme celle qui n'avait besoin de rien, pas comme celle qui pouvait se débrouiller, mais comme Claire, sa petite fille, digne d'être protégée. J'ai encadré la photo et l'ai accrochée au mur de la cuisine, juste au-dessus de la fenêtre où la lumière de l'après-midi entre chaude et dorée. Chaque fois que je la regarde, j'entends sa voix au téléphone le jour de ma remise de diplôme. J'ai déjà réglé ça, Claire. Il avait réglé ça. Mes parents ont appris l'existence de la fiducie par Maître Fontaine, pas par moi. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé d'email. J'ai simplement informé le cabinet que je n'autoriserais pas la vente et que toute communication supplémentaire concernant la propriété devait passer par mon représentant légal. Selon ce que Pauline m'a raconté plus tard, ma mère a pleuré. Mon père a répété que Papy Georges devait avoir été manipulé, que quelqu'un lui avait mis cette idée en tête. Ce quelqu'un, c'était visiblement moi, même si je n'avais jamais su que la fiducie existait avant ce mardi dans le bureau de Maître Fontaine. La boutique d'Isabelle s'a fermé en juin. Elle avait tenu 2 ans, mais les chiffres n'avaient jamais vraiment marché. Elle a vendu l'inventaire à 40 centimes pour l'euro à un liquidateur de Nice et a remboursé ce qu'elle pouvait. La caution personnelle de mon père est arrivée à échéance. Il a vendu son pick-up, celui qu'il conduisait depuis que j'étais au lycée, et a puisé dans son assurance vie avec pénalité. Entre les deux, il a rassemblé environ 140 000 euros. Assez pour régler la caution mais pas pour défaire les dégâts. La retraite que Bernard avait prévue pour ses 62 ans a été repoussée à 67. Peut-être plus tard. Dans une ville de cette taille, l'histoire circule, pas par les potins des journaux, mais dans les allées du supermarché et les parkings des églises, les gens ont commencé à poser des questions que Bernard ne pouvait pas esquiver avec une poignée de main ferme. Ah, pourquoi il ne savait pas pour la fiducie de son propre père? Georges a vraiment exclu Bernard? Et cette fille, celle dont il disait qu'elle était instable, elle avait les papiers depuis le début? Bernard a arrêté d'aller au petit déjeuner du Rotary, a arrêté de traîner à la banque après les heures. Il entrait et sortait par l'entrée latérale et mangeait son déjeuner à son bureau. Ma mère a arrêté de fréquenter le cercle de femmes de la paroisse qu'elle avait animé pendant une décennie, a arrêté d'organiser la fête de la moisson, a arrêté de venir au brunch du dimanche au Café de la Fontaine, où elle avait tenu sa cour chaque week-end depuis aussi longtemps que je me souvenais. Pauline m'a dit pourquoi. Les gens demandent tout le temps après vous. Comment va Claire? Vous avez eu des nouvelles de Claire? Ta maman ne sait plus quoi dire. Le récit qu'elle avait construit, pauvre Martine, abandonnée par sa fille instable, souffrant en silence, avait développé des fissures. Les documents de la fiducie étaient un acte public. La chronologie ne mentait pas. Et dans une petite ville, quand les faits rattrapent la fiction, si la conteuse perd son public, je ne me suis pas sentie triomphante pour autant. Je ne voulais pas que ma mère soit humiliée. Je voulais juste qu'elle arrête de réécrire ma vie pour les autres. 3 semaines après la fermeture de la boutique, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Isabelle, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je suis désolée pour ce que j'ai dit au téléphone ce jour-là. Je l'ai lu en étant assise sur le ponton de la maison du lac, les pieds qui pendaient au-dessus de l'eau. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais je n'ai pas non plus supprimé le message. 1 semaine plus tard, Pauline m'a mentionné autre chose. Ton père a demandé de tes nouvelles. Il voulait savoir si tu allais bien. Il ne m'a pas demandé de te transmettre ça. J'ai laissé ça reposer. La famille élargie est revenue par morceaux. Pas tous, pas d'un coup, mais assez. Tante Sylvie a appelé la première. C'était elle qui avait regardé le sol pendant ce dîner de Noël, celle qui avait entendu Martine m'appeler instable et n'avait rien dit. J'aurais dû prendre la parole ce soir-là, a-t-elle dit. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui porte une phrase depuis trop longtemps. J'ai vu ce qui se passait et je n'ai pas dit un mot. Je suis désolée, Claire. Je l'ai remerciée. Je le pensais. Je n'ai pas fait semblant que ça effaçait quoi que ce soit. Et elle ne me l'a pas demandé, 2 cousins ont envoyé un message dans la même semaine. L'un d'eux, Étienne, a écrit « J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas quoi. Je comprends ça. J'avais vécu à l'intérieur de la chose et je ne pouvais pas la nommer pendant des années. Comment pouvais-je attendre que les gens de l'extérieur la voient clairement?
Tout le monde n'est pas revenu. Oncle Pierre croyait encore la version de Bernard. Le cousin Rémi, celui qui avait commenté sur la publication Facebook d'Isabelle, n'a jamais contacté. Quelques proches sont restés silencieux en tout cas. Pas hostiles, juste absents. Je n'ai couru après personne. Je n'ai pas posté de démenti. Je n'ai pas envoyé un email à toute la famille avec des preuves et un objet qui disait « pour mémoire ». J'ai juste continué à vivre. Un mois après la réunion chez Maître Fontaine, je me suis assise à la table de cuisine de la Maison du Lac et j'ai écrit une lettre à la main. Pas par un cabinet juridique, pas par Pauline. Juste moi, un stylo et un morceau de papier. Je l'ai écrite à Bernard maintenant. Je n'écris pas pour vous punir. J'écris pour être clair. La Maison du Lac reste dans la fiducie. C'était la décision de Papy Georges et j'entends l'honorer. Je ne la vendrai pas et je ne la signerai pas pour une cession. S'il y a une version de notre relation qui peut être reconstruite, ça ne commence pas par des papiers. Ça commence par l'honnêteté. Ça commence par vous me voyant. Pas comme la forte, pas comme celle qui peut se débrouiller, pas comme celle qui n'a besoin de rien, mais comme votre fille. Ma porte est ouverte, mais uniquement si vous la franchissez en tant que mes parents, pas en tant que personnes qui ont besoin de quelque chose de moi. J'ai adressé l'enveloppe, les timbré et les déposé dans la boîte aux lettres au bout de la route des Moulins. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas vérifié la boîte aux lettres chaque matin en espérant en avoir une. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, et le reste leur appartenait. Luc a lu la lettre avant que je la scelle, mais n'a pas suggéré un seul changement. Il a juste hoqué la tête et dit « C'est toi ». J'avais l'habitude de penser que les limites étaient des murs, des choses qu'on construit quand on est en colère pour tenir les gens à l'écart. Je ne pense plus ça. Les limites sont des portes. Vous choisissez qui entre. Vous choisissez les conditions. Et si quelqu'un se tient de l'autre côté et frappe avec des mains propres et une voix honnête, vous l'ouvrez. Mais vous ne la laissez pas ouverte pour des gens qui ne se présentent que quand ils ont besoin de la clé. C'est un vendredi après-midi quand je comprends finalement ce que Papy Georges voulait dire. Je suis assise sur le ponton dans sa vieille chaise verte, celle que j'avais poncée à mes 10 ans, celle que j'avais peinte la première couche, celle dans laquelle Isabelle avait posé pour une photo qu'elle a ensuite supprimée. Le bois est chaud sous le soleil, le lac est plat. Quelque part à travers la crique, un poisson brise la surface et le frémissement s'étend en cercles lents et patients. Luc est à l'intérieur à faire du café. J'entends la bouilloire par la fenêtre ouverte et le bourdonnement doux de la lumière du porche qu'il a installé le week-end dernier. La brise porte du cèdre et de l'herbe coupée et quelque chose de sucré depuis le chèvrefeuille du voisin. J'ai la canne à pêche de Papy Georges dans les mains, la vieille avec la poignée en liège qu'il avait lui-même enroulée et la bobine qui clique quand on lance. Je n'ai rien attrapé de tout l'après-midi, et ça m'est égal. Je lui parle parfois, pas à voix haute, juste dans ma tête, comme on le fait avec des gens qui ont quitté la pièce mais ne sont jamais vraiment partis. « Hé papy, j'ai trouvé ton enveloppe. J'ai trouvé la fiducie. J'ai trouvé la lettre. » Une pause. Le vent répond. « Merci. » Je regarde mes mains. Elles sont rugueuses maintenant du ponçage, de la peinture, de la vie. Pas les mains de quelqu'un qu'on a traité avec douceur. Les mains de quelqu'un qui a construit ce qu'elle a un madrier à la fois. Mon nom est Claire Aubert. J'ai 32 ans. Il y a 2 ans, l'avocat de mes parents m'a envoyé un document. Ce document ne m'a rien donné que je n'avais pas déjà. Il m'a simplement rappelé que quelqu'un avait déjà décidé que je méritais d'être protégée. Et ça suffisait. Si vous avez des proches que vous n'avez pas appelés depuis longtemps, appelez-les. Pas parce que vous leur devez quelque chose. Parce que certaines personnes dans nos vies méritent d'entendre leur prénom dit avec douceur. Et si personne dans votre famille ne l'a fait pour vous, je vous le dis, vous étiez vu, vous l'êtes encore.